Salut tout le monde. Connaissez-vous Abraham Maslow? Non, Abraham Maslow, ce n'est pas notre invité de cette semaine. Abraham Maslow, au milieu du 20e siècle, a créé une hiérarchie des besoins de l'être humain sous forme d'une pyramide, la pyramide de Maslow. À la base de la pyramide, il y avait les besoins physiologiques de l'être humain, les besoins de survie de l'être humain. Se loger, se nourrir, se vêtir, se reposer. Eh bien, cette semaine, c'est ces thèmes que nous allons visiter. Bienvenue aux faiseurs de paysages. Imaginez-vous un hiver au début de la colonie. Il fait froid, il fait très froid. Il faut évidemment se protéger du froid. Et on doit se servir de ce que Dame Nature nous offre. Parce que, on n'a rien d'autre. Alors, ce matin, on se trouve à Beaupré avec Jérôme Labrosse, qui est membre d'une coop néo-ancien. Oui, la coopérative des néo-anciens. Évidemment, ma première question est évidente. Il y a une grosse dichotomie dans le nom, néo, nouveau, ancien. Ça vient de où, le nom? C'est pour quelle raison? Oui, c'est un peu voulu. Mais en fait, néo-ancien, c'est que nous autres, on préconise beaucoup des méthodes, des pratiques ancestrales, justement, que, par exemple, de confection de vêtements, on fait aussi un peu de construction sur le bord, on pratique l'équarrissage à la hache, etc. Fait que, dans le fond, puis les méthodes qu'on utilise, les matériaux qu'on utilise, c'est vraiment semblable à ce que, mettons, pour ce qui est de l'équipement forestier, à ce que les gens ont utilisé sur le territoire québécois, mettons, dans les derniers siècles. Mettons, quand on parle de mocassins en cuir d'orignal, on parle de tente prospecteur. On parlait d'anorak aussi, mettons, en canevas. Les vêtements en canevas, c'était utilisé beaucoup. Fait que, mais c'est quand même fait d'une façon... Puis les méthodes qu'on utilise, c'est comme des méthodes semi-traditionnelles, mais aussi il y aura des méthodes modernes au travers de ça, comme on utilise des machines à coudre, puis parce que c'est vraiment efficace. Oui. Fait que, mais c'est ça, il y a une grande partie de notre travail qui est cousu à la main aussi, parce que, mettons, le cuir d'orignal, mettons, tu vas prendre un mocassin, le pied va être cousu à la main, mais le haut de la machine, le haut de la botte va être cousu à la machine à coudre. Fait que... je vais préciser parce que tu as nommé beaucoup de choses, tu as nommé les matériaux, tu as nommé les vêtements, tout ça. On va se concentrer, on va arriver tout à l'heure à la partie vêtements, que je pense qui est quand même la plus grande partie de votre coop. C'est le gros de ce qu'on fait. C'est le gros de ce qu'on fait. Ouais. Mais justement, cet artisanat-là, je comprends bien qu'on prend une machine à coudre. C'est bien normal. Mais je veux dire, le fait que tu disais c'est telle peau de tel animal pour la semelle, est-ce que ça, c'est renseigné, étudié, on fouille dans des livres, puis on dit hey, c'est de même que ça se faisait, ou essai-erreur? Il n'y a pas eu d'éducation en soi de façon formelle. De toute façon, c'est des savoir-faire qui ne s'apprennent pas dans les écoles. Anyway, c'est pas enseigné dans les écoles. Fait que, tu sais, il faut aller chercher le savoir aussi. OK, même dans les écoles de vieux métiers ou tout ça, il n'y a pas même en cordonnerie, tu n'apprendras pas à plisser de la façon qu'on le fait. OK, parfait. C'est justement ce que je voulais savoir. Ouais, c'est ça. C'est comme moi, personnellement, moi, j'ai appris à coudre quand j'étais jeune. J'ai appris à coudre avec ma mère. J'ai cousu beaucoup de pantalons quand j'étais jeune. Je fais beaucoup sur les pantalons, fait que je me suis mis à coudre. Ma mère avait une vieille machine à coudre, fait qu'elle m'a montré comment coudre, puis je me suis mis à décoller puis à faire mes affaires. Puis j'ai cousu quand même pendant un bon bout de temps, puis à un moment donné, ça a arrêté parce que je suis devenu très nomade, fait que j'avais juste pas accès à la couture. Fait que, mais plus tard, moi, une personne qui m'a beaucoup appris, c'est Arnaud aussi, Arnaud Caron d'Anneau,
qui est mon mentor autant que mon ami, autant que mon collègue. Tu sais, nos relations ont plusieurs chapeaux. Puis, Est-ce qu'il fait partie de votre coop? Oui. OK. Puis même la coop, les Néo-Anciens, c'est une coopérative depuis quasiment 2 ans, mais ça a été un collectif pendant longtemps aussi. Je pense que c'est un collectif, si je ne me trompe pas, depuis 2017. Fait que ça a été comme plus que quelque chose comme une communauté d'artisans qui se partagent des savoirs, etc. Puis, Toi, t'es arrivé là comment? moi, c'était en 2020, ça doit faire 4-5 ans que je suis arrivé dans le décor quand même. Je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe. Je pense que ça m'a amené des amis en commun. On est allé là-bas, puis on est allé passer un week-end dans le bois chez Arnaud. Puis finalement, on a trippé ensemble. On est parti en tant que prospecteur à un moment donné. On a fini par tisser des liens, puis l'amitié est juste comme cliqué. Puis en même temps, on avait une passion commune pour l'artisanat aussi. Fait que je veux pas avoir... dans une amitié, il y a quand même... une question de personnalité, mais aussi une question d'intérêt aussi. Quand tu as des intérêts similaires avec quelqu'un, mais notamment tu vas avoir des projets en commun, puis tu vas te mettre à comme fusionner sur quelque chose, puis ça nourrit l'amitié aussi. T'sais. On va passer du côté vêtements. Ouais. Vous vous concentrez mitaines, mocassins et les anoraks. Ben, anorak et... Ou pantalons aussi, de toute façon. Pantalon, pas encore, ça s'en vient. Okay. C'est comme dans les plans de cette année, pantalon, là, on a fait plusieurs prototypes, mais ils sont pas encore au point. Fait que ça s'en vient aussi. Cette année, il y a beaucoup de focus sur les vêtements de laine qui vont être mises. On veut développer plus la gamme de vêtements de laine. Puis en ce moment, Arnaud, il est à Sainte-Luce en train de désigner des modèles de parka et de trench coat, là, des grands manteaux en coton ciré, justement. Fait qu'il prend le même matériel que nos anoraks, mais comme il fait que là, on va s'éloigner un peu plus de l'hiver avec les nouveaux avec les pantalons, avec les nouveaux mantés. Non, c'est ça, mais je veux dire, là, ce qu'on va présenter aujourd'hui... C'est très hivernal. C'est très hivernal. Oui, c'est ça. Ça va être... Ben, c'est parfait. Le printemps s'en vient, puis ça nous dit ce qu'on a besoin pour l'an prochain. Ouais. Je te laisse aller. On va commencer par les mitaines, peut-être. Ouais, peut-être tu peux montrer... Oui, on peut parler de mitaines. Par exemple, une mitaine de même, cuir d'orignal. Ici, c'est du cuir d'orignal à main ici, dans le fond. C'est un peu dans... J'en ai ici. Êtes-vous chasseur ou tu te procures ça? Non, ça, c'est du cuir qu'on prend en tannerie. On va le chercher directement en tannerie. Là, parce que, tu sais, de tanner notre propre cuir, tu sais, on l'a déjà fait, là, mais c'est vraiment beaucoup de travail. Fait que, tu sais, à un moment donné, on finirait plus de finir. Puis les prix seraient comme vraiment beaucoup plus hauts aussi. Puis on arrêterait... On se serait plus vraiment accessible, tu sais. Fait que... C'est bon. En cas de demande, ça peut être possible. Mais oui, c'est ça. On achète notre cuir en tannerie. C'est ce qu'on utilise, puis c'est pas gênant. Puis, la partie du bas blanche, ça, c'est le canevas. C'est nos retailles de tente prospecteur, en fait. Fait que, avec nos retailles de tente, on les réutilise pour faire les hausses, mettons, de mitaines ou de mocassins, tu sais. Fait que c'est du tissu vraiment de qualité, c'est tissé pas serré. C'est-tu imperméable? Non, mais celle-là, il est traité hydrofuge, fait que l'eau va perler dessus quand même. Fait que c'est pas imperméable, mais comme ça va quand même rester à l'eau un certain temps, mais ça évacue beaucoup l'humidité. Est-ce que le cuir est traité aussi? C'est toi qui le traites. Non, le cuir, ça se graisse en fait. Même on voit, mettons, je sais pas si on voit sur la caméra une différence ici de couleur. Ça, c'est la même couleur de cuir à la base. Ah oui? Ouais. OK. Ça c'était ce couleur-là. Puis ça, c'est à force de le graisser. Il y a à peu près 5 à 6 couches de graissage là-dessus. Ça fond aussi le cuir. Puis dans le fond, c'est le cuir, c'est le graissage qui fait que le cuir devient comme, pas hydrofuge, mais que l'eau va perler dessus, en fait. C'est que ça va prendre vraiment du temps avant que l'eau va rentrer dans le mocassin. À un moment donné, c'est traité ou c'est continuel? Non, chaque année, on en remet? 2 à 3 fois par hiver, on en remet une petite couche avec le feu, poêle à bois fait chauffer, la graisse pénètre. Puis, c'est de la graisse de? Graisse de vison ou graisse d'ours, tout dépendamment. Graisse de vison, ça s'achète plus en magasin, tu sais. Mettons, Canadian Tire, tu peux trouver ça. Mais la graisse d'ours, souvent, les chasseurs, ils en ont pas mal, là. Fait que c'est comme vraiment de la graisse de qualité aussi, mais plus difficilement accessible, peut-être. OK. Fait que, ouais. Fait que là, ça, c'est le même cuir. Juste avant, on va retourner à... Je voyais, il y a une doublure dans la mitaine. Parlant de la mitaine, c'est ça. Dans le fond, c'est ça. Avant, pour parler du cuir, on utilise le cuir aminci pour la mitaine parce que nous, on veut des mitaines qui sont quand même malléables. Il y en a sur le marché, mettons, des mitaines, des grosses mitaines en castor et tout, mais c'est... T'es pas capable de... Tu mets ça, c'est des mitaines de fausse, c'est bon pour le skidoo, mais nous, on est dans le bois, mettons, on monte un camp, tu as besoin de prendre des outils avec tes mains, fait que la maniabilité, ça fait que c'est comme plus efficace sur le terrain. T'es pas obligé d'enlever tes mitaines, mettons, pour défaire un nœud ou whatever. Fait que ça fait qu'en fait, tu peux juste plus les garder. Fait que c'est bien pratique pour ça. Puis oui, à l'intérieur, il y a une doublure. En fait, je parlais tantôt de la combinaison laine canevas ou laine cuir.
Parce que la laine, ça va être ton matériau isolant, puis le cuir, dans ce cas-ci, ça va être ta coquille. C'est souvent le principe de coquille-isolation. Okay. Le cuir, ça n'a pas beaucoup de valeur isolante, en fait. C'est que ça protège, ça vient comme sceller, ça protège des intempéries, des chocs, mais c'est juste le cuir en soi, c'est que ça ne va pas t'isoler du froid. C'est pas en combinaison. Mettons un mocassin, par exemple, ou une mitaine, c'est ce que tu mets dedans qui va faire que c'est chaud. C'est pas la mitaine en soi. Tu sais, mettons, j'enlève le feutre de laine. Okay, c'est juste une petite coquille de cuir. Okay. Fait qu'avec juste ça va pas protéger mes mains du froid, mais ça va les protéger. Ça va venir les sceller. Puis à l'intérieur, il y a une couverte. C'est du feutre, t'as dit? Ben ça, en fait, c'est des vieilles couvertes de laine vintage qu'on récupère. Puis c'est des mitaines, des couvertes hyper épaisses. Tu sais, mettons, il y a plusieurs compagnies. Tu sais, mettons, il y avait la compagnie de la Baie du Thon qui en faisait. Comme ça, c'est une couverte de la Baie du Thon qui a été recyclée, qui était comme les meilleures couvertes sur le marché dans le temps. Fait que quand tu fouilles, tu es quand même capable d'en trouver. Fait que c'est des couvertes de laine qui sont vraiment épaisses. Fait que nous, on les récupère, puis on fait des feutres avec ça. Fait que ça, dans le fond, c'est ce qui va dans ta mitaine de cuir. Okay. Fait que les deux ensemble, t'as la laine, t'as le cuir sur le top. Puis si c'est humide, c'est que tu les enlèves, tu fais sécher ça. Même dans le temps de prospecteur, tu sais, nous, la nuit, on chauffe un peu le poêle, on se met une petite corde à linge. Tu sais, mettons, tu es en expédition. Le lendemain matin, tout est beau. Ouais, le lendemain matin, tout est sec, tu remets ça, puis tu es prêt à repartir. Fait que c'est efficace à ce niveau-là. Pour ce qui est des, j'appelle ça des bottes ou des mocassins? Des mocassins. Des mocassins. Des bottes mocassins. Des bottes mocassins. Des bottes mocassins. Fait que ça, ceux-là, ben ça, c'est mes bottes personnelles à moi. Ça fait à peu près un an que... Et on voit la semelle ouais, c'est ça, on en parlait tantôt, la semelle en caoutchouc, c'est ça. Dans le fond, avec un couteau à beurre, moi, je viens couler la semelle puis je vais faire des petites craques dedans. Fait que ça fait comme un peu effet tailleur d'hiver. Fait que c'est ça qui mord dans la neige. Puis c'est ça, mais ça reste quand même flexible. T'as encore le feeling d'être nu-pied. C'est ça qui est le fun avec les mocassins, c'est que quand tu marches, tu sens vraiment les textures du sol. Puis t'as pas l'impression d'être en botte comme clou-clou, avec le gros talon. Puis là, tu nous as dit que c'était le même cuir. Puis là, on reconnaît encore le canevas. Oui, le canevas. Essentiellement, c'est les mêmes matériaux que tes mitaines. Oui, c'est ça. Oui, cuir, canevas, laine. Puis l'intérieur, encore en laine aussi. Oui, c'est ça. En fait, mocassin, c'est le même principe que je t'expliquais avec la mitaine tantôt. C'est que, mettons, les gens me demandent souvent, ah, c'est-tu chaud ça, un mocassin? Ça va-tu à moins 30, moins 40? Mais en fait, le mocassin en soi, c'est pas le cuir qui va te protéger du froid, c'est ce que tu mets à l'intérieur qui va te protéger. T'sais. Fait que c'est de la façon que c'est porté. Mettons, je vendrais rien que la coquille de cuir, puis quelqu'un mettrait un feutre pas bon dedans, il dirait « Ah, j'ai frette dans tes mocassins. » Ben, c'est normal parce que tu n'as pas compris l'optimisation de la patente. Fait que nous, on fait nos feutres aussi qui vont dans les mocassins. Fait que, tu sais, mettons... Tu vois, là, il est plein de poils de caribou, celle-là. On va entendre en fin de semaine, mais c'est ça, nous, on prend du feutre un demi-pouce d'épais. Okay. C'est qu'on vient coudre. C'est tout cousu à la main aussi, là, parce que c'est trop épais pour passer dans peu importe la machine. Fait que ça, on les coud à la main. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est qu'à l'intérieur de ton mocassin, tu as le feutre qui rentre dedans. Fait que, dans le fond, c'est le feutre qui garde au chaud, puis le mocassin te protège. Puis si, mettons, il y a de l'humidité dans ta botte, ben le soir, t'enlèves ça, pouf, t'es fait sécher séparément. Le lendemain matin, c'est sec. On continue, on fait le tour. Continuons. Il y a beaucoup de choses. OK. Oh, wow. OK. Là, est-ce qu'on reste... OK, ça, c'est du canevas. Ouais, ça, c'est un anorak. Dans le fond, c'est... tiens, je vais le mettre. Hey, il est super beau. Merci, merci. Je vais dire à ma blonde que ma fête est au mois de novembre. C'est ça. Ça, tu confectionnes tout ça ici, là. Ouais. Donc, tu vas nous montrer un petit peu. Ouais, j'ai mes rouleaux ici. Moi, ça, c'est ma table de découpe. J'ai mon rouleau là-dessus. Puis les patrons, mes machines à coudre sont là. Puis... On va tout voir ça tantôt. Ouais, on ne te laissera pas mourir de chaud, là. Ben, donc, en fait, parlant de ça, c'est ça qui est intéressant. C'est toucher un point. L'anorak, qui est en canevas, c'est de la façon que ça fonctionne, un anorak. C'est que l'anorak, en soi, il n'est pas chaud. T'sais, parce que je parlais tantôt du principe de coquille-isolation. C'est qu'en fait, l'anorak, la façon qu'il fonctionne, c'est qu'il vient te protéger, il vient te sceller. C'est un manteau coupe-vent, surtout. Puis, en fait, mettons, c'est souvent porté en combinaison avec la laine. Tu sais, le principe en dessous, tu portes les c'est ça, les plats d'oignons. Tu sais, mettons, s'il fait vraiment froid, tu peux mettre 2-3 couches de laine, puis là, tu viens mettre l'anorak par-dessus. S'il fait pas vraiment froid, il fait un peu chaud, une petite couche de laine avec l'anorak, ça va être suffisant. Tu sais. Ceux-là ne sont pas traités parce que c'est du canevas de vêtements. Ça, c'est du canevas spécifique pour le camp de prospecteur. Même, il ne pognera pas en feu. Lui, il est traité ignifuge, fait qu'il ne pognera pas en feu. Mais celui-là, il n'est pas traité, mais tu peux le traiter toi-même avec de la cire, en fait. Un mélange de cire ou cire-huile pour le rendre imperméable. Ça fait un peu le principe du coton ciré. Okay. Mais quand tu le cires, c'est que tu perds la respirabilité.
Fait que, mettons, c'est un manteau que tu fais beaucoup de raquettes avec, puis tu le serres à grandeur, ben, tu vas étouffer là-dedans. Parce que un avantage du canevas en coton, c'est que ça évacue l'humidité. Ça a vraiment une bonne gestion de l'humidité. Sauf si tu le beurres à grandeur, tu vas perdre ça. Sauf qu'il va être imperméable, l'eau va perler dessus. Fait que des fois, il faut que tu choisisses un peu de la façon que tu le gages. C'est quoi la fonction de ton vêtement? Donc, on voit aussi que sur l'anorak, il y a un col de fourrure qui est de la fourrure de... C'est la fourrure de coyote. OK. Oui, fait qu'on utilise coyote-loup. Dans le fond, nous, on fait du troc avec un des trappeurs des Laurentides, Sébastien Landry. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça, puis on fait du troc ensemble. Fait qu'on échange l'équipement forestier contre des fourrures. Fait que, tu sais, lui, dans le fond, on le fournit en mocassin, mitaine, anorak, etc. Fait que lui, il est bien content. Puis nous autres, ça nous fait des belles, vraiment des belles peaux de qualité. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Comme ça, c'est, mettons, un de ces coyotes là, qui vient nous envoyer. C'est quand même des coyotes énormes, là. Puis ça fait... j'allais dire, t'as combien de cols de manteau dans ça? 3. 3? Oui, environ. Okay. 3 si je suis ingénieux. Ça, c'est un adulte, là, d'une... Oui, ça, c'est un bon coyote bien coriace. Puis ça, comme on voit, c'est pas mal la même peau qui avait été utilisée, là. Puis on utilise aussi des manteaux de fourrure recyclés des fois. Il y a des gens qui pour un niveau éthique, qui ne trippent pas trop sur la trappe. Des fois, ils préfèrent les valeurs de recyclage. Fait qu'on recycle aussi des vieux manteaux de fourrure des fois. Comme là, j'ai un manteau de lynx que je suis en train de passer. Je fais des cols en lynx ces temps-ci. Fait que des fois, il y a des gens qui vont préférer ça. Puis on est ouvert à le faire. Fait que, plusieurs possibilités. Bien, c'est déjà tout le temps qu'on a. Jérôme Labrosse, membre de la coop Les Néo-Anciens. Oui, Les Néo-Anciens. Oui, c'est ça, exactement. C'est très facile à trouver sur Facebook. Là. Marqué Néo-Anciens, vous n'en avez pas 2000. Non, c'est ça, il n'y en a pas 2000. Puis on a un site Internet aussi à voir. OK, tu pourrais dire l'adresse? Néoancien.ca, si je ne me trompe pas. Simple de même. Mais on est plus... Ça va être affiché dans le bas de l'écran. Oui, c'est ça, c'est mieux de même. OK, bien merci beaucoup pour ton temps. Ça fait plaisir, longue vie à Néo-Ancien, puis les gens vous communiquent pour acheter en ligne. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bon, maintenant qu'on est bien habité pour faire face à l'hiver, il faut maintenant se loger. Il nous faut un moyen de transport. Il faut se reposer aussi. Allons à la rencontre à nouveau de notre invité de cette semaine. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on écoute les méandres au creux des reins et tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, c'est la trajectoire de la course à l'instant. On commence par piétiner l'endroit du camp. Tu piétines avant, fait que pendant que tu travailles sur le reste du camp, le sol il a le temps de durcir un peu. Puis là, après, tu viens mettre ton tapis de sapinage dans le fond, fait que ça fait comme un lien à ressort qui t'empêche de défoncer. Le pire, c'est que j'ai pas pensé, j'aurais dû laisser refroidir la tente dehors avant. Parce que quand elle est chaude, la glace pogne dessus. Ça fait de la merde. Bon. Je m'excuse si tard, mais je vais te couper. Et toi? D'ailleurs, je me suis une grosse pôle. Très lourde. Ben trop grosse. On va couper l'excédent sûrement.
D'habitude, je cueille de l'épinette. Mais là, il n'avait pas tant ici. Il n'avait pas de mort. Fait que j'ai cueilli un beau gros boulot. On est pas mal au même. J'aimerais là-dessus. Ouais, ça, je t'aide pas bien, hein? Les tentes sont faites avec un trou. Un trou dans le pignon ici. Fait que ça fait que c'est la pôle qui passe dedans. On vient rentrer ça à l'intérieur. Fait que la pôle rentre à l'intérieur de la tente. C'est ça qui la tient debout. Puis après, on a juste les tendeurs à venir mettre. Là, on vient glisser ça sur la pôle de même. On appelle ça brêler. Tu viens tourner autour, puis après, tu retournes au centre. Là, ça vient juste tighter. Ça vient tout renforcer. Ouah! Fait que là, on a la tente, avec la pose centrale. Il reste juste à l'étendre. Dans le fond, sur le côté, il y a les œillets, avec des tendeurs. C'est ça qu'on s'en vient. On s'en vient tirer, puis ça vient ouvrir la tente, en fait. Fait que c'est ça qui la tient en place. Là, tu sais, on va pouvoir la... On va la redéplacer un petit peu. On va donner une petite shot. Tu as l'option de soit planter des piquettes dans le sol, mais quand tu peux, tu prends les arbres qui sont déjà debout. C'est comme des piquettes tout inclus. Le Père Noël. Ça, c'est la longue partie laborieuse. Fait que tu viens prendre tes branches de sapin, puis tu les plantes dans le sol, à peu près 45 degrés de même, puis tu les superposes. Fait que ça donne un petit peu plus de tonus. Ça fait que, quand la neige te le permet, du moins, c'est ça longue de faire ça. Ça fait un tapis ressasse. Une petite touche finale. Pop. Une épinette. Je mets ça sur le bord ici. Fait que là, aujourd'hui, j'ai pas de petit poêle avec moi, mais d'habitude, ici, il y a un petit poêle en tôle qui vient avec. Puis dans le fond, c'est des poêles même qu'on fait nous-mêmes. C'est des poêles en stainless qu'on fait plier dans une ferblanterie, puis qu'après ça, on fait juste assembler. Fait que c'est vraiment simple quand même, mais ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça tient sur des pattes en bois, puis c'est bien commode. Puis là, on a le rond de tôle où est-ce que la cheminée sort. La cheminée sort par là. C'est ça qu'une garde au chaud l'hiver. OK. Fait que là, je vais vous montrer, moi, ce que j'utilise pour dormir. Fait que mon setup de sleeping bag, c'est peu commun. La fourrure. On aime ça, la fourrure. Ceux qui me connaissent savent qu'ils s'en sortiront pas. Fait que dans le fond, ici, ce que j'ai 2 manteaux de fourrure superposés. Fait qu'à l'intérieur, j'ai un manteau de castor qui est comme poil vers l'intérieur. Puis à l'extérieur, j'ai un manteau de renard.
Fait que dans le fond, mon manteau de castor, lui, il vient m'isoler parce que c'est un sous-poil vraiment dense. Puis à l'extérieur, c'est plus un poil brise-vent. Puis là, sous moi, ce que j'ai... Les chiens capotent. Ceux qui savent, vont reconnaître la couverture de la baie du Thon, qui est la fameuse... Ça a été une grosse saga, je pense, l'année passée ou il y a 2 ans. Quand la baie du Thon a fermé, là, tout le monde s'arrachait les couvertes, puis là, c'est plus achetable. Moi, j'ai trouvé la mienne 5$ dans une friperie juste avant. Fait que j'étais bien content. Puis ça, ces couvertes-là, c'est pas pour rien que tout le monde capote, parce que c'est les couvertes vraiment les plus épaisses. Ça, c'est feutré, là. C'est vraiment dans les plus chaudes couvertes de laine que tu peux trouver probablement sur Terre, I guess, je sais pas. Mais ouais, fait que c'est pas pour rien qu'on les aime. C'est pas pour les couleurs. Puis, à l'intérieur, ce que j'ai une peau de caribou. Fait que ça, c'est une peau de caribou qui m'a été donnée. J'étais vraiment content, c'est un beau cadeau. Puis là, vous ne le voyez pas à caméra, mais la peau de caribou, quand j'y touche, c'est vraiment très dense. C'est comme, c'est ça d'épais, le sous-poil de ça. T'sais. Fait que c'est pas pour rien que c'est chaud aussi. Fait que ça, en fait, ça devient mon tapis de sol. Fait que, dans le fond, j'enlève la couverte. Fait que maintenant, moi, je m'installerai pour dormir. Mon sapinage est fait. Moi, je viens installer ma peau de caribou. Mettons, je me couche, j'aurai pas de vêtements. C'est juste assez grand. On est de la peau de caribou, c'est juste assez grand pour être couché en position fétale dessus. Là, je me ferai un petit oreiller avec un vêtement que j'aurais tapé. Là, je viendrai prendre mon manteau de fourrure que je viendrai mettre par-dessus moi. Puis j'avais la couverte de la baie du Thon qui est au-dessus de ça. Fait que là, en dessous de moi, entre moi et la neige, j'ai du sapinage, une peau de caribou, puis là, par-dessus, j'ai 2 manteaux de fourrure avec une couverture de laine. Fait que le fret, ça me dérange pas tant. J'ai testé ça jusqu'à quasiment moins 40, même pas de temps de dormir dehors, puis j'ai bien dormi quand même. Je me suis réveillé un petit peu dans les heures froides de la nuit, mais c'était vraiment pas si pire que ça. Fait que ça a vraiment... c'est éprouvé quand même, là. Fait que... ouais. Fait que c'est comme ça que je fais. Ouais, merci. Fait que les toboggans, comme vous voyez, sont assez grands. Puis c'est pas pour rien qu'ils sont longs de même. C'est que la forme est grande et étroite. Parce que plus ton toboggan il est large, puis plus tu as de friction quand tu tires dans la neige. Fait que le fait qu'il soit étroit comme ça, c'est quand tu le tires, il se tape une trail. Puis là, il glisse dans sa propre trail. Fait que ça fait en fait moins de poids à tirer en enlevant la friction. Donc, la raison pourquoi la grandeur, puis aussi parce qu'on a beaucoup de stock, puis on aime ça avoir de la place. Même ça, on veut en faire une prochaine batch bientôt, puis il va être plus long que ça encore. Parce que, ouais, c'est ça. Puis là, dans le fond, ça, c'est des lattes de freine. Puis, comme vous voyez ici, ça, c'est cintré à la vapeur. Fait que cette partie-là des lattes, on vient les mettre à la vapeur peut-être une demi-heure, 1 heure. Puis après ça, on a un gabarit de ça. Puis là, on vient cintrer les lattes de freine. Le freine, c'est un bois qui cintre très bien, en fait. Même nos raquettes sont faites en freine aussi, là. Puis c'est ça. Fait qu'une fois cintré de même, on laisse ça sécher, on l'attache, puis pouf, ça fait le bumper. Dans le fond, un toboggan aussi, c'est pas pour rien qu'on les fait en freine, c'est parce que c'est extrêmement flexible puis résistant. Puis des fois, quand on est dans le bois, il faut clairer des obstacles. Tu sais, mettons, il y a une souche d'arbre, tu veux passer par-dessus, mais le frein, même s'il y a beaucoup de poids de strappé, peut avoir jusqu'à une centaine de livres là-dessus, bien, le frein, il va juste suivre la forme de l'obstacle que tu lui donnes. Fait qu'il va comme glisser par-dessus comme un gros ver de terre, puis là, il va passer, puis il va continuer sa route. Puis dans le fond, c'est ça. Il est autant flexible que résistant. Fait qu'un bois de choix pour ça. Et voilà, c'est déjà tout. J'espère que vous avez aimé l'émission de cette semaine et soyez des nôtres prochainement, car nous irons à la rencontre d'autres faiseurs de paysages.